Bonjour à tous, je suis Hugo Petula, je suis illustrateur et aujourd'hui je lance mon podcast. C'est le premier numéro de Power Up, qui est un podcast qui se destine à tous les artistes, à toutes les personnes qui sont intéressées de près ou de loin à l'illustration, au design, au graphisme. Et voilà, si ça vous plaît, vous pouvez comme d'habitude mettre un pouce. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitch. D'ailleurs sur Twitch, on est en train d'enregistrer là sur Twitch. Vous avez aussi YouTube, et si vous voulez me soutenir financièrement, j'ai un Ko-fi. Vous retrouverez tous les liens juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon premier Power Up. Voilà, donc comme je viens de le dire, c'est le premier, c'est un peu l'épisode pilote, donc vous allez voir, je vais sûrement un peu bugger. Le plus bizarre, ça va être certainement le ton. J'aurai peut-être un petit peu de mal à trouver le bon ton parce que j'ai quelques notes sur le côté qui sont là, donc il faudra que j'essaye de pas trop les lire tout en les lisant un peu, donc on va un peu se chercher. Aujourd'hui, dans le premier Power Up, on va d'abord parler de quelques actus en lien avec l'illustration, et puis ensuite il y aura une deuxième partie où je vais vous parler du syndrome de l'imposteur, où j'écris une petite chronique à ce propos. Et on terminera avec l'analyse d'une artiste, d'une illustratrice que j'affectionne particulièrement. On va regarder un petit peu sa manière de procéder pour faire des illustrations. Et ensuite, il y aura une petite quatrième partie que j'annoncerai, mais qu'on fera pas aujourd'hui. Donc je vous propose de commencer sans plus tarder par les actus. Alors, trois actus aujourd'hui, trois petites actus. La première, c'est une actu qui a été lancée, je crois, hier ou avant-hier, qui a été dévoilée. Alors, je vais passer tout de suite au web. Donc, je vais essayer de montrer, mais bien sûr, ce podcast, on pourra aussi l'écouter uniquement. Donc, l'écran n'est pas, on va dire, indispensable. Pour ceux qui regardent ça en vidéo, bah, c'est cool. Ceux qui écoutent ça en audio, qui sont dans leur voiture ou qui sont en train de courir, je vais essayer de faire en sorte que ça puisse vous convenir aussi. Alors, la première actu, c'est l'annonce de Playgrounds, du nouvel événement de Playgrounds, qui est le InMotion Londres 2023. Alors vous allez comprendre pourquoi je vais en parler dans quelques instants. Alors en fait, Playgrounds, ce sont des événements qui ont lieu, je crois, annuellement. Moi j'avais découvert ça pendant la pandémie, où on pouvait les faire depuis chez nous, et j'avais assisté à quelques conférences. Donc grosso modo, qu'est-ce que c'est ? C'est un week-end dans lequel vous allez retrouver des artistes, vraiment des pointures du domaine du graphisme, de l'illustration, ou qui exercent dans des professions, dans le dessin animé, dans le jeu vidéo, etc. Et là, ça se tiendra à Londres cette année. Alors, ça coûte une petite fortune, puisque c'est environ 130 balles la place. Alors, évidemment, là, l'idée, c'est pas qu'on y aille tous, c'est qu'on va juste croiser les doigts pour pouvoir assister à des conférences en visio, puisque c'était comme ça que ça fonctionnait les précédentes années. Il y avait juste un petit système qui était que si on ratait une conférence, on devait payer uniquement la VOD pour se la refaire en rediffusion. Mais ce qui est intéressant cette année, c'est que c'est vraiment plutôt orienté motion, donc plutôt dessin animé, animation. Ils ont déjà commencé à annoncer les invités qui seraient présents cette année, et on a James Baxter qui fera à la fois une conférence et en plus une démo, et ça c'est vraiment très intéressant parce que James Baxter c'est pas n'importe qui, c'est un animateur qui a travaillé entre autres pour Disney. Il a travaillé sur Le Roi Lion, sur La Belle... Alors je sais plus si c'est La Belle et le Clochard ou La Belle et la Bête, j'ai le petit doute quand même, mais en tout cas il a designé le personnage de Rafiki, et actuellement il est en charge de toute la partie animation de Netflix. Donc il a quand même un gros CV, donc ce sera intéressant de voir si on peut découvrir sa conférence. Un petit peu plus haut ici, on voit que Patrick O'Keefe est également invité, donc qui a travaillé sur les Spider-Man, notamment celui de 2023 qui est sorti il y a quelques semaines, qui lui a chapeauté toute la direction artistique. Donc si le film est aussi beau, c'est parce que Patrick O'Keefe a mis ses mains dedans. Et si je vous parle de tout ça, c'est pour cette première chose là ici, c'est un peu en fait la transition avec la deuxième actu, c'est qu'en fait le Procreate a fait un gros teaser. Procreate, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel une appli sur les systèmes iOS, iPad et iPhone. Il y a une version iPhone qui s'appelle Procreate Pocket, qui est
un peu moins pratique. Donc Procreate qui est un peu la vraie application, la grosse application, peut-être même la meilleure application, je pourrais peut-être oser le terme, sur tablette pour tout ce qui va être illustration et dessin. Et c'est une appli qui prend vraiment beaucoup d'ampleur ces derniers temps. Là, dans la précédente version, je crois que c'est la version 5, ils ont intégré vraiment des fonctionnalités de fou, comme la possibilité maintenant de créer plusieurs pages. Donc, pour ceux qui veulent faire du cartoon, de la BD, du manga, la gestion des pages est intégrée, ce qui est hyper pratique. Il y a aussi une partie animation maintenant. Donc, si vous voulez faire de l'animation, avant, il fallait faire rouler les calques les uns au-dessus des autres. C'était hyper complexe. Là, maintenant, pour la partie animation, il y a intégré toute une timeline et tout qui est vraiment bien fichu. Et maintenant, il y a la gestion de 3D. Et là, donc, avant-hier ou hier, Procreate a teasé son événement, sa keynote, d'une certaine manière, qui aura lieu le 8 septembre. Donc il y a juste un site un peu cryptique comme ça, avec la possibilité de mettre son mail. Alors évidemment je l'ai mis, mais j'ai pas eu plus d'infos que ça. Et clairement, il se targue de dire qu'il y aura un discours d'ouverture révolutionnaire. Alors, je prends les mots tels quels. Où le PDG et cofondateur James Kuda révélera sur quoi l'équipe de Procreate a travaillé et comment cela affectera à nouveau les créatifs du monde entier. Alors sur Instagram, ils ont même été plus loin, ils ont dit ouais, ça fait 10 ans que Procreate est en train de révolutionner le dessin, et ce qu'on va annoncer le 8 septembre va révolutionner les 10 prochaines années. Donc, grosse annonce quand même. Procreate, c'est un logiciel que j'utilise, enfin une appli, pardon, je dis logiciel, mais c'est une appli que j'utilise assez souvent, vraiment qui m'a réconcilié avec le dessin, on va dire à même l'écran. Donc c'est pas une petite chose, c'est quand même quelque chose qui est, encore une fois, c'est une appli qui est utilisée par vraiment énormément de monde, tout le monde adore cette appli, c'est ultra puissant, c'est hyper léger, on peut faire énormément de choses. Maintenant, que vont-ils annoncer ? Alors on peut se poser la question de, est-ce que ça va être l'intelligence artificielle qui va être intégrée à Procreate ? Alors, a priori, ça ne serait pas ça. Alors je dis a priori parce qu'à moins d'un retournement de veste, Procreate a récemment fait un communiqué sur Twitter, enfin récemment, c'était en début d'année, où ils ont annoncé que l'intelligence artificielle, c'était pas pour eux. Alors bon, il se trouve que comme l'intelligence artificielle prend quand même beaucoup d'ampleur ces derniers temps, c'est pas impossible qu'ils aient quand même intégré ça d'une manière ou d'une autre. On peut aussi imaginer que, vu qu'on est sur un événement destiné plutôt à l'animation, peut-être qu'ils vont avoir peut-être une nouvelle appli ou quelque chose vraiment de dédié à l'animation, une sorte d'After Effects-like, ce serait possible. On peut aussi imaginer que Procreate décide de quitter l'iPad ou les systèmes iOS pour pourquoi pas devenir également un programme, un logiciel compatible sur Windows, Mac et pourquoi pas Android aussi. Voilà, on sait pas vraiment à quoi s'attendre, mais en tout cas pour tous ceux qui sont fans de Procreate et dont je fais partie, ça va être une actu à ne pas louper. Et si jamais j'en apprends plus d'ici là, je ne manquerai pas de vous le dévoiler en avant-première sur Power Up. On a une troisième petite actu qui est l'exposition jusqu'au 15 janvier 2024 au Centre Pompidou-Metz. Centre Pompidou-Metz qui est une sorte de succursale du Centre Pompidou-Paris, donc à 1h20, c'est l'annonce, hein, à 1h20 de Paris en TGV. Bon, moi j'habite à Metz, pour moi c'est assez pratique d'aller voir. Je suis allé voir l'exposition World Building, je vais pas faire de critique de l'exposition, mais c'est une exposition que je recommande. En plus elle est là jusqu'en janvier 2024, donc vous avez pas d'excuses et pour venir à Metz et pour aller voir cette expo qui est consacrée aux jeux vidéo. Alors puisqu'on est sur Twitch, plein parmi vous, il y a pas mal de monde, et sur YouTube, pardon, puisque évidemment, et peut-être sur Spotify aussi si j'arrive à... Donc puisqu'on est là, il y a des chances que vous soyez assez curieux au moins de l'univers du jeu vidéo, et donc il y a une exposition qui s'adresse à tous les curieux du jeu vidéo, et pas que, parce que à premier abord, je pensais que c'était une exposition qui parlerait de jeux vidéo, du genre, alors il y a Mario, et puis ensuite il y a eu machin, et puis ensuite Pong, et puis enfin, je les dis pas dans l'ordre, mais en fin de compte, pas du tout. C'est une expo qui va en fait proposer des œuvres d'art où le média jeu vidéo a été utilisé pour servir un propos. Ça commence avec des œuvres des années 80 et puis ça se termine avec des œuvres qui sont même pas terminées, qui sont en cours, qui vont même pour certaines vous demander de collaborer, de participer en installant des applications et en partageant vos données pour pouvoir progresser dans leur construction d'œuvres.
Ça évoque plein de thèmes, des thèmes sur la question du genre beaucoup, la question du racisme, il y a plein de choses qui sont abordées, et je vous la recommande parce que c'est une vision du jeu vidéo qu'on n'imagine pas. Souvent quand on joue à un jeu vidéo, aussi impressionnant soit-il, on se dit « Ah, ça c'est vraiment de l'art, là j'ai ressenti quelque chose », mais là vraiment on va pousser le média beaucoup plus loin, et c'est trouver des concepts qui vont vous-même vous mettre en scène en tant que spectateur. Alors, chose à savoir, évidemment on peut jouer à énormément de jeux. Il y a à chaque fois, grosso modo, une manette ou un casque VR par œuvre, donc s'il y a du monde, faut faire un petit peu la queue pour pouvoir vivre les expériences. Après, honnêtement, moi j'y suis allé un matin, il n'y avait pas trop de monde, c'était plutôt cool, mais même si vous n'êtes pas le joueur du jeu, c'est quand même assez bien fichu pour que vous puissiez quand même apprécier le jeu vidéo sans pour autant être le joueur, quoi. Donc ça c'est plutôt bien. Donc exposition que je recommande. Voilà, j'en ferai pas une critique poussée parce que flemme, mais à noter dans vos petits agendas. Et puis la troisième actu, ça va être celle de Adobe Firefly. Alors Adobe Firefly, alors je suis un petit peu en retard, mais bon, j'y suis pour rien. Mon premier podcast c'est aujourd'hui, donc on fait ça comme on peut. Adobe Firefly, c'est pour l'instant en bêta pour toutes les personnes qui ont déjà un abonnement Adobe. C'est en fait l'intégration de l'intelligence artificielle par Adobe. Donc j'en parle un petit peu parce que c'est quand même intéressant de le savoir, peu importe notre avis sur l'IA, sur les questions de génération d'images, etc. Là, Adobe a vraiment envie de lancer un truc un peu plus gros que ce qu'on a l'habitude de voir via DALL-E ou Midjourney, qui sont vraiment concentrés sur l'image, on va dire, sur l'illustration. Là, ils vont se servir d'une intelligence artificielle pour plutôt de la typographie, du graphisme, de la 3D, et il y a des gestions de vecteurs aussi qui sont intégrées. Alors j'ai fait quelques tests, c'est assez loin de ce qu'on a l'habitude de voir déjà pour l'instant. On va dire qu'on se rapproche plus de DALL-E, de la première sortie de DALL-E pour ceux qui se souviennent, que d'un Midjourney avec des images de fou. On peut peut-être essayer par exemple le remplissage génératif que j'ai essayé, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en fait vous avez, je vais charger une image pour vous montrer. Alors là désolé, ça va pas trop s'adresser à ceux qui écoutent le podcast, mais plutôt à ceux qui regardent. Je vais essayer de commenter au maximum la chose. Donc j'ai intégré un de mes dessins avec un personnage juste au premier plan, sans aucun background. Ce que je peux faire, c'est que je peux supprimer le background en cliquant juste sur un seul bouton. Donc là, le background est supprimé. Et ensuite, je peux, sur la partie qui a été supprimée, taper quelque chose. Alors pour l'instant, c'est uniquement en anglais. Donc là, je vais mettre par exemple forest background, voilà, with butterfly, c'est comme ça qu'on dit papillon, je crois. Colorful, je mets quelques mots-clés rapidement, hein. Colorful, sun, et on va mettre castle in the background. Pouah, je sais pas, ouais, j'ai vraiment tapé n'importe quoi, hein. Mais on génère ça, et de la même manière que Midjourney par exemple, ce Photoshop Firefly va nous faire 4 propositions qu'on pourra ensuite modifier, etc. Pour la partie typographie, on tape un texte directement, et ce qu'on va taper en anglais va être l'aspect qu'on va donner au texte. Donc si on veut un texte en métal, on va taper métal, solide, machin, et le texte va prendre cette apparence. Donc vous voyez, comme on peut le voir, ou comme je vais vous le dire à l'oral, le résultat est quand même assez peu convaincant. C'est pour l'instant, je trouve, une des pires intelligences artificielles que j'ai vues. Après peut-être que j'aurais dû rajouter des réalistiques, machin, 4K, incoming et compagnie. Peut-être qu'il y a ça aussi, hein, je n'ai peut-être pas joué le jeu à 100%, mais si je tape la même chose sur Midjourney, je pense que le rendu sera beaucoup plus impressionnant que celui-ci sur Adobe. Donc à voir, voilà, à voir comment ça va évoluer. Pour l'instant c'est en bêta, quand DALL-E a annoncé sa bêta, et quelques mois après ils avaient vraiment réussi à changer plein de choses, donc pourquoi pas, Adobe on sait qu'il y a des moyens, il y a tout ce qu'il faut, donc je serais pas surpris que dans quelques semaines, quelques mois, on puisse avoir un logiciel, ou du moins une fonctionnalité qui soit bien plus optimisée.
Bien, on a vu un petit peu les actus récentes. Maintenant, je vais vous proposer d'aborder un thème assez important dans la partie Evolve Today. Alors, le syndrome de l'imposteur, aujourd'hui on va parler de ça, qui est un phénomène assez courant chez tout type d'artistes, qu'on soit illustrateur, dessinateur ou même graphiste, même musicien. On peut élargir ça à d'autres milieux. Le syndrome de l'imposteur, si je vous donne quelques petites phrases comme ça, ok, pourquoi les gens aimeraient mon dessin? Je mérite pas ça, je mérite pas autant de likes par exemple sur un dessin. Les autres sont meilleurs que moi. J'ai rien à faire dans ce milieu. Un jour, on va découvrir qu'en fait, je suis une imposture, quoi. Je suis une fraude. Donc toutes ces petites phrases, c'est des phrases que peut-être vous vous êtes dit. Moi, dans mon cas, oui, j'y ai pensé plusieurs fois. Donc tout ça, c'est des phrases qui peuvent être dites lorsque vous êtes victime du syndrome de l'imposteur. Alors c'est quelque chose qui touche pas tous les artistes, mais une étude, c'est assez marrant, qui s'est consacrée aux grands acteurs hollywoodiens, a montré qu'il y avait 40% d'entre eux qui étaient... donc pourtant on est quand même sur des gars qui brassent des millions et des millions dans des blockbusters. 40% d'entre eux s'estiment, on va dire, chanceux, à être un heureux hasard, être une sorte de fraude parmi les acteurs. Donc c'est mine de rien quelque chose qui touche quasiment une personne sur deux. Donc je trouvais que c'était intéressant d'en parler aujourd'hui. Alors ce qu'il faut bien comprendre avec le syndrome de l'imposteur, j'ai fait quelques petites recherches, donc excusez-moi si je regarde un petit peu à côté parce que j'ai mes petites notes ici, c'est que c'est d'abord une croyance. Donc une croyance, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui émane de vous, de vous-même, et en l'occurrence c'est une sorte de mauvaise estime de soi, une sorte de mauvaise image de vous-même. Selon vous, c'est là où je vais commencer à être un peu plus lecture, selon vous, tout ce qui vous arrive de beau ou de positif et de cool, c'est de la chance, ou alors c'est parce que les autres se sont trompés et ils n'ont pas encore vu la supercherie. Vous pouvez même avoir peur qu'un jour, on découvre le poteau rose et qu'on se dise « Ah ben en fait Hugo c'est une fraude, en fait depuis tout ce temps c'était Midjourney ». On revient sur le chapitre d'avant sur les actus, c'est incroyable. Et ce syndrome de l'imposteur, il peut avoir plusieurs manières d'interagir avec vous. La première, c'est qu'il va soit vous inciter à en faire trop, à montrer que non, je ne suis pas un imposteur, et vous vous mettez à tryharder, mais ça c'est la minorité des cas. Dans la plus grande partie des cas, comment on agit par rapport à ça ? Eh ben, on a tendance à se saborder. En fait, on se met soi-même des bâtons dans les roues, on se met en situation d'échec, alors soit parce qu'on ne croit pas en nous, on ne croit pas en notre talent, soit parfois on peut aussi avoir peur de la réussite. La réussite peut avoir tendance à nous faire peur, à faire peur pas mal de monde. Les compliments, par exemple, qu'on vous fait sur votre dernier post Instagram, sur votre dernier tweet, ou sur votre dernier thread, même si thread n'est pour l'instant pas accessible, tous les commentaires positifs qu'on vous fait, eh bien ça vous fait plaisir, mais vous n'y croyez pas. Sortir des nouveaux projets, c'est aussi s'exposer et prendre un risque de montrer aux autres que vous ne méritez pas d'être là, et de vous risquer à ce que la vérité éclose. Et la vérité, selon vous, c'est que vous n'avez rien à faire là. Et vous pouvez même aussi vous demander combien de temps vous allez réussir à passer entre les mailles du filet, et au bout de combien de temps on va découvrir la vérité. Toutes ces choses-là, c'est des charges de stress qui peuvent s'accumuler quand on est victime du syndrome de l'imposteur. Et moi, aujourd'hui, ce que je vais essayer de vous faire faire, ou de vous faire comprendre, c'est que tout ça, c'est dans la tête, et qu'il faut essayer de sortir ça de sa petite bicoque. Je continue un tout petit peu sur les réactions. Pour les dessinateurs, par exemple, ça peut se manifester par des sentiments d'insécurité quant à la capacité à produire de l'art, ou à être pris au sérieux en tant qu'artiste. Alors je m'explique, on n'est pas sûr nous-mêmes d'être capable de faire, et on pense même que les autres ne vont pas forcément vous considérer comme un artiste, ce qui est une case, on va dire, à laquelle tu pourrais, ou vous auriez envie de vous identifier. Pour lutter contre ce syndrome, alors, hop, la petite ordonnance de professeur Hugo. Alors, il est d'abord important de se rappeler que la plupart des artistes ont de toute façon des périodes d'insécurité. Des périodes d'insécurité et de doute, ça fait partie du processus de création. J'ai fait une vidéo
sur tous ces moments où on a l'art block, ces choses comme ça. Donc ça arrive à tout le monde en fait. Tous les artistes se posent des questions sur leur propre travail. Et c'est normal, à douter, c'est complètement normal, ça fait même partie du processus créatif, c'est très humain, ça peut être utile de douter, ça permet de prendre du recul. Si on doute de la qualité de ses dessins, il y a une petite chose très simple à faire, vous faites un dessin, vous n'êtes pas trop sûr, vous fermez le cahier, si c'est dans un cahier, vous fermez votre ordinateur, vous allez faire une promenade, vous revenez un peu plus tard, vous l'ouvrez, et souvent, c'est après s'être rafraîchi un petit peu les yeux qu'on peut tout de suite prendre un peu de recul sur son dessin, se dire « Ah, en fait, il est pas terrible. Ah, en fait, il est très bien. » Souvent, il y a ce nettoyage des yeux qui fonctionne bien. Et puis, une chose aussi qui est importante en tant qu'artiste, c'est que il faut essayer de se concentrer sur le plaisir de créer, plutôt que sur la validation externe des autres. Et déjà, il y a une chose qui est importante, c'est que de toute façon, tout est très subjectif dans l'art. Il n'y a pas de bon jugement ou de mauvais jugement. Il faut vraiment se concentrer sur le plaisir qu'on prend à créer. Alors, je vais pas tenir un énième discours de ouais, mais à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des likes, tout ça. Non, non, non. Mais il y a en ce moment forcément une sorte d'appât de récompense qui se manifeste par les likes, et ça peut être un mauvais piège de se dire je vais faire quelque chose pour des likes, ou j'ai pas reçu assez de likes, mon dessin est donc pas bon. Ça c'est évidemment un piège. Concentrez-vous d'abord sur vous, ce que vous aimez faire sur votre dessin, validez vous-même votre dessin avant de le poster, c'est une première chose, et c'est une manière on va dire plus clean d'appréhender le dessin. Le dessin, de toute façon, si vous êtes débutant ou si vous êtes confirmé, ou même si vous êtes expert, quel que soit le moment de votre vie, le dessin c'est long, voilà. Progresser en dessin c'est interminable, on progresse toute sa vie, on ne s'arrête jamais, il n'y a jamais un moment où on a atteint le niveau maximum du dessin, c'est impossible, c'est une longue quête, c'est un long périple, donc si vous ne focussez pas sur le plaisir de faire, c'est pas la bonne manière d'appréhender le dessin, donc voilà, vraiment, faut prendre du plaisir même à galérer en fait, faut prendre plaisir à se planter, c'est un peu du masochisme en fait, hein. Faut prendre du plaisir à être mauvais, à se dire « Ah, là j'ai vraiment fait un dessin éclaté, faudrait peut-être que je revoie comment on redessine les pattes des chevaux, parce que c'est vraiment compliqué quoi. » Et il y a aussi ceux qui sont victimes du syndrome de l'imposteur aussi vont avoir la fâcheuse tendance à se comparer aux autres, en disant « Mais regardez comme il est trop fort lui, vous avez vu son dessin, mais je suis tellement une merde à côté de son dessin, c'est fou, qu'est-ce qu'il est fort. » Ça aussi, c'est vraiment un très mauvais réflexe à avoir. On s'est tous dit ça à un moment donné, je pense que ce genre de phrase, ça doit résonner chez vous, parce que quand on se met au dessin, c'est souvent parce qu'on s'est pris une claque à un moment donné, on a vu un dessinateur qui faisait un truc trop beau, et on s'est dit « Oh, c'est trop beau, je veux faire pareil », donc, et forcément, l'idée de comparaison peut entrer en compte dans le dessin. Mais retenez bien qu'il faut jamais se comparer aux autres, hein. Jamais, jamais, jamais. Regardez, j'en retiens un petit jamais, ok ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas les autres, déjà. Et que la seule bonne manière de se comparer, c'est de se comparer à soi-même, en fait. Au dessin qu'on a fait la semaine d'avant, au dessin qu'on a fait le mois d'avant, au dessin qu'on a fait l'année d'avant. Il y a même des petits challenges que je vois passer sur Instagram qui consistent à refaire des dessins que vous avez fait 10 ans plus tôt, 5 ans plus tôt, 2 ans, vous les refaites, et là, c'est à ce moment-là que vous voyez comme vous avez progressé, en fait. C'est même un dessin qu'au jour 1, vous trouvez exceptionnel, dans 5 ans, vous retombez dessus, vous direz « Ah oui, je faisais ça il y a 5 ans, putain, c'est bizarre ce que je faisais, c'est bizarre. » Parce que le dessin, c'est aussi un cheminement. Vous n'allez pas dessiner de la même manière dans 1 an, et encore moins dans 10 ans. Donc c'est un parcours, tout ça. Par contre, plutôt que se comparer aux autres artistes, on peut analyser ce que les autres artistes font. Et là, c'est intéressant, et d'ailleurs, je vais vous pré-mâcher le travail, puisque c'est la séquence suivante, la séquence qui s'appelle Hugo Décrypte. C'est un petit peu inspiré, hein, vous avez compris. Je vais vous mâcher le travail, donc abonne-toi, tout ça, t'as compris, la cloche, quoi. Je vais du coup vous présenter des techniques d'illustrateur que vous pourrez du coup intégrer dans votre travail d'illustration pour pourquoi pas progresser, ou apprendre de nouvelles choses, ou expérimenter des nouvelles choses. Il y a un petit truc aussi qui est un petit exercice, c'est d'apprendre à s'auto-juger, se juger soi-même. En fait,
vous imaginez que votre dessin que vous venez de faire, il est pas de vous, ok? Vous imaginez que c'est votre petite sœur qui débute, qui a fait le dessin, ok? Et vous lui donnez des conseils de manière bienveillante à cette petite sœur. Et c'est cette manière, on va dire, de conseiller cette petite sœur fictive, bien sûr, il faut essayer de prendre cette manière de faire et de se l'approprier pour que ça résonne sur soi-même. Souvent, quand on juge notre propre travail, on a tendance à dire bah, c'est de la merde, là j'ai vraiment fait de la merde, c'est éclaté ce que j'ai fait. On n'est jamais vraiment sympa avec soi, alors qu'on peut être très bienveillant avec les autres. Il y a justement une partie dans ce podcast, pas celui-ci, mais dans les prochains, qui s'appellera la partie review, elle s'appellera les reviews, où justement l'idée c'est d'être plutôt bienveillant les uns avec les autres. Globalement, quand quelqu'un critique un dessin, c'est toujours un regard assez gentil, c'est de bons conseils, le but c'est d'améliorer, enfin d'aider la personne à s'améliorer, mais avec nous-mêmes on n'est absolument pas là-dedans. On n'essaie absolument pas de s'améliorer, on essaie toujours de se casser, on se dit c'est nul là, mon dessin il est éclaté, vas-y hop, poubelle, claque, c'est de la merde, ça dégage. Donc apprenez à vous juger vous-même avec une sorte de sympathie, voilà, une sorte de bonté, soyez de bons conseils avec vous-même. De plus, les critiques négatives peuvent aussi être extrêmement embêtantes quand vous êtes victime du syndrome de l'imposteur, parce que déjà vous-même, vous n'avez pas vraiment confiance en vous, et si en plus vous avez une critique de quelqu'un qui vous dit « Ah, ton dessin, c'est de la merde », ça peut vraiment vous anéantir. Parce que c'est à ce moment-là où ça va, hop, venir amplifier votre syndrome de l'imposteur, et vous allez vous dire « Ah ben voilà, eh ben voilà, effectivement, j'avais rien à foutre là-dedans. » Retenez bien aussi que le cerveau humain, il est comme ça, il se concentre uniquement sur les critiques négatives. Vous avez 100 personnes qui vont dire « Vos dessins, c'est super », vous avez un gars qui va dire « Bof », vous allez retenir que le bof. Vous allez retenir que le bof. Le cerveau humain, il a besoin de se protéger, il prend toujours la pire situation possible, et c'est assez pénible. Donc quand il s'agit d'une critique qui n'est même pas constructive, qui est basée sur les jugements d'une personne, cette personne, ce n'est même pas vous, c'est quelqu'un qui n'apprécie pas votre dessin, qu'est-ce que ça peut faire en fait? Il y a des très grands dessinateurs que je n'apprécie pas, parce que leur univers me plaît pas trop, je vais pas aller écrire bof, ceci dit. Mais c'est normal de pas plaire à tout le monde, d'autant plus en dessin, où il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de propositions, des styles différents, des univers différents, enfin voilà, et c'est normal qu'à un moment donné, on puisse pas tout aimer. Même, ce serait bizarre d'aimer l'intégralité des dessins du monde, quoi. Là, on serait vraiment une sorte de divinité, là, où on serait pour tous les dessins du monde. Non, la critique, si elle n'est pas constructive, vous ne la lisez même pas, ok ? C'est assez important. Il y a, par contre, quelque chose qu'il faut peut-être apprendre, et ça va dépendre de chacun d'entre vous, c'est d'accepter ou non la critique. Alors ça, c'est parfois quelque chose qui est un peu difficile, parce que quand on débute en dessin, ou même plus tard, hein, même encore moi qui pratique le dessin depuis perpète, si jamais je vais faire un dessin et que je vais le présenter à des potes illustrateurs, je vais dire bah tiens, t'en penses quoi de mon dessin ? Il faut être prêt aussi à ce que les conseils, même bienveillants, vont pas forcément aller dans notre sens. C'est-à-dire qu'on va me dire ah là Hugo, par contre en fait j'aime bien ton dessin, mais en fait on comprend pas la partie là, la main elle est bizarre, la tête est mal faite, les ombres vont pas. Faut être prêt à encaisser les critiques constructives également. Okay, donc ça c'est quelque chose. Parfois quand on débute, les critiques peuvent être un peu dures parce que on a conscience qu'on est débutant, et en plus quelqu'un nous met un conseil, une critique, même si elle est bienveillante dessus, et on peut en plus mal l'interpréter. Ça peut être un peu cassant, parce que quand on a très peu d'expérience encore dans l'illustration, on peut se dire oh, bah, c'est trop compliqué, allez, c'est trop compliqué, vas-y fuck, nick, je vais faire autre chose, je vais trouver autre chose. Donc soyez sûr d'abord d'être prêt à accepter les critiques avant d'en demander à quelqu'un. Le mieux, c'est souvent commencer à côté de vous, vos parents, votre frère, votre sœur, votre copain, copine. Commencez par un petit cercle, ensuite vous pouvez commencer à poster sur les réseaux, etc. Faites ça par étapes, tout simplement. Moi, ça fait à peu près 30 ans que je fais du dessin. On part du principe que même un peu plus de 30 ans, je pense que j'ai eu un crayon dans les mains vraiment très petit. J'ai fait les beaux-arts pendant 6 ans, parce que j'ai fait une année de cours du soir. J'ai 3 diplômes en art,
j'ai fait des expositions, j'ai été publié. Il y a des personnes qui me commandent des dessins, donc c'est a priori des gens qui apprécient mon dessin. Et encore maintenant, même alors que mon CV a l'air de dire, ben gars, t'as peut-être une petite légitimité quand même, j'ai quand même encore maintenant du mal à me considérer comme un artiste. Je trouve que le terme plutôt, artiste, il peut plus dire grand-chose. Parce que tout le monde à ce moment-là peut devenir artiste, tout le monde l'est. En fait, soit tout le monde est artiste, soit personne ne l'est. La création maintenant c'est quelque chose qui est accessible pour tout le monde. On a parlé un petit peu plus tôt de Procreate. Procreate c'est un logiciel qui coûte 10-15 balles, qui est probablement le truc le plus puissant actuellement sur le marché, que tu prends sur ta tablette, tu prends ton stylet, clac clac, tu fais des dessins, tu mets des effets, enfin tout est extrêmement accessible. Donc soit tout le monde est un imposteur, soit personne ne l'est. Donc voilà, essayez de vous mettre dans la tête que même des personnes comme moi qui sont dans le milieu, on va dire, depuis très longtemps, on a aussi parfois un peu de mal à s'assumer, à assumer notre travail. Et encore maintenant, je vais souvent demander des conseils à droite à gauche et pour être sûr que ça va, c'est vrai, il est bien mon dessin, c'est vrai. Bon, ça va alors. Bon, alors si mon dessin il est bien, ça va. Voilà pour conclure, et vous l'avez du coup certainement compris, donc c'est le syndrome de l'imposteur, c'est d'abord quelque chose, un problème de confiance en vous, vous ne vous estimez pas à votre juste valeur. Alors, donc comme je le disais, à partir du prochain podcast, normalement, il y aura une rubrique spéciale review, donc je vous demanderai, si vous le souhaitez bien sûr, et si vous souhaitez qu'on en parle ici publiquement, de poster des dessins dans un channel Discord que j'ai appelé Power Up. Vous pourrez mettre vos dessins et si, bien sûr si vous êtes d'accord qu'on en parle comme ça là en direct quoi sur internet j'en prendrai quelques-uns, un ou deux, et je viendrai faire une review un peu plus poussée que juste dire c'est bien, c'est pas bien. Pour moi ça me semble aussi important de venir donner aussi ce que je peux penser. Si je peux vous aider, ce sera avec plaisir que je le ferai. Donc ça, ce sera pour le prochain. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce que je ne l'ai pas annoncé en amont, mais créer une partie review dans le podcast. Allez, je parle comme les vieux. Tu as fait un podcast ? J'ai écouté ton podcast. Et puis, on peut même aller un peu plus loin dans cette histoire de syndrome de l'imposteur. Admettons que vous illustrez déjà depuis longtemps, mais que vous ne vous estimez pas légitime de vendre, parce que là, il y a aussi un truc en plus, c'est que on peut réussir à faire ce premier cap de publier ses dessins et dire, bon ok, j'illustre, j'ai fait des dessins, voilà, je suis capable de le faire, je le poste. Il y a encore un step au-dessus qui est se vendre, et là, c'est extrêmement compliqué, parce que venir générer de l'argent avec un travail dans lequel on ne croit pas, ou dans lequel on se croit imposteur, c'est quand même un effort énorme. Moi j'ai beaucoup de mal à me vendre, mais moi c'est parce que j'ai des lacunes en marketing, je suis vraiment une brêle en marketing, mais c'est vrai que dans mon cas, là je vais parler un peu de moi parce que je me connais, je suis un bon exemple du coup, je vais avoir beaucoup de mal à dire mon travail vaut de l'argent, mes prints que je vends valent cette somme d'argent, une commission ça coûte de l'argent et j'estime mon travail à temps. Ça c'est encore un cap au-dessus, donc ça pareil, ça se fait progressivement. Si à un moment donné vous assumez votre dessin, si vous vous sentez assez solide dans vos dessins, c'est peut-être le moment de faire une transition vers un modèle économique qui vous rapporterait de l'argent. Je pense que j'en reparlerai parce qu'on va parler à un moment donné forcément du statut, d'auto-entreprise, etc. Parler un peu de l'URSSAF, des choses qui régalent, c'est des thèmes, je sais qu'il y a pas mal de jeunes artistes parmi vous qui peut-être envisagent de se déclarer, de se mettre à leur compte, donc on en parlera forcément pour à un moment donné expliquer mon expérience, comment ça fonctionne, combien ça coûte, à qui vous devez de l'argent et tout ça, donc on en reparlera. Il y a pas mal de formations aussi qui existent, gratuites ou payantes, après vous voyez comme vous voulez sur le marketing. Je sais que Skillshare en propose beaucoup, c'est souvent en anglais, quoique maintenant il y a des sous-titres qui sont générés automatiquement, mais il doit y avoir l'équivalent sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller rechercher, à vous former un petit peu en marketing, savoir comment ça fonctionne quand on est artiste pour vendre des prints, etc. Se renseigner sur des sites qui peuvent vous accompagner, trouver des contacts dans l'impression, etc. Moi je passe par Ko-fi, c'est pas sponsorisé c'est vrai, mais Ko-fi permet de générer une boutique, des commissions, poster, avoir des sondages, donc d'ailleurs si vous voulez me soutenir transition toute faite sur Ko-fi, le lien bien sûr sera dans la description de la vidéo YouTube.
Voilà pour le syndrome de l'imposteur. Donc pour le moment, croyez en vous, prenez du plaisir à dessiner. Let's go pour la troisième partie du podcast où on va décrypter un artiste. Aujourd'hui, je vais vous proposer d'analyser le travail de Jennifer Voigt, peut-être plus connue sur Instagram sous le pseudo Vox Nihilis. C'est une illustratrice 2D basée en Germanie, basée en Angleterre. Ça y est, vraiment, les pays, c'est compliqué la géographie. Hein. Vraiment, le jour où je joue à GeoGuessr, mais alors c'est fini. Basée en Allemagne, bien sûr. Jennifer Voigt, j'ai décidé de vous parler d'elle parce qu'elle a un process de dessin qui se rapproche un petit peu du mien, donc dans lequel je me conforte, mais surtout qu'elle a une manière de travailler le crayonné qui est pour le coup à l'opposé de... Enfin, à l'opposé. C'était à l'opposé de ce que je faisais dans un premier temps, et à force de l'avoir travaillé, j'ai fini par complètement pomper un peu sa manière de faire, qui est une manière extrêmement libératrice pour commencer un dessin. On va voir ça dans quelques minutes. Tout d'abord, je vous montre un petit peu son travail, parce que c'est vraiment, je trouve, très joli. Ça fourmille de détails, et en fait, ça a l'air peut-être parfois beaucoup plus compliqué que ça l'est vraiment. Regardez là, elle a même fait un jeu de tarot. Non mais, attendez, moi je suis forcément... Vous me parlez de tarot, évidemment je signe. On est sur un univers assez poétique, assez bucolique, avec un côté un petit peu très inspiré de l'univers manga par les expressions, par les visages des personnages, par les univers. Et vraiment, ça pète de couleurs. Il y a une gestion des couleurs qui est sublime, une gestion des ombres et des lumières que je trouve vraiment tip-top. Je passe peut-être un peu vite, mais je pense à ceux qui écoutent en audio et qui n'auront pas l'image, donc je me dis que ça sert pas forcément à grand-chose de m'attarder sur les dessins. De toute façon, dans la description de la vidéo YouTube, vous retrouverez les liens des artistes dont je parle à chaque fois. Donc là, je mettrai évidemment l'Instagram de Vox Nihilis si vous voulez aller voir son travail. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et du coup, ce que je disais un petit peu, c'est que elle a une manière de concevoir ses dessins qui est extrêmement particulière. Je vais vous mettre tout de suite une vidéo que j'ai normalement préparée. Eh bien, ça c'est coupé, c'est celle-ci. Donc, regardez pour ce dessin ici. Enfin, regardez, ou écoutez bien pour ce dessin ici. Vous avez... Donc, on a une illustration très colorée d'un petit personnage avec de longs cheveux qui a l'air d'être posé sur la tête de ce qui semble être un chat géant, le tout dans une sorte de forêt. Et en fait, son dessin commence par énormément de gribouillage. Alors, je le remets ici pour qu'on le voit une deuxième fois, mais en fait ça repart pas à zéro, je suis un peu déçu. En gros, les premiers crayonnés de chaque dessin de Vox Nihilis, c'est d'abord gribouiller n'importe quoi sur sa feuille. Alors j'aimerais pouvoir en montrer d'autres pendant que je parle, mais ça va être des tonnes de traits qui vont dans tous les sens, et j'avais eu l'occasion à un moment donné de lui envoyer un message, de lui dire je trouve ça vraiment super la manière dont tu conçois, que tu as pour débuter un dessin, et elle m'avait gentiment répondu qu'elle était contente que ça me plaise parce que elle accorde beaucoup d'importance à cette manière de concevoir le dessin, à savoir faire des traits dans tous les sens, à chercher un dynamisme par des traits qui sont posés quasiment de manière random, et à partir de ces traits à partir de ce gribouillage, essayer de voir les lignes de force, les silhouettes qui apparaissent, et concevoir ce dessin à partir d'un gribouillage. J'essaie de retrouver un des dessins où c'est extrêmement flagrant, c'est celui-ci, où vraiment on voit le nombre de gribouillages qui est fait avant de finaliser l'oiseau et de se concentrer sur un oiseau avec une sorte de bouclier. Donc c'est une manière assez intéressante de procéder, et maintenant c'est quelque chose que je fais de temps en temps, parfois quand j'ai pas vraiment d'inspiration, parce que quand on commence un dessin, on peut très bien se dire là aujourd'hui je vais faire un fan art, aujourd'hui j'ai envie de dessiner un personnage avec une épée, voilà. Mais parfois c'est un peu, ça peut être pendant l'art block ou pendant d'autres choses, on peut juste se dire je sais pas quoi faire, et à ce moment-là commencer le dessin par faire avec le bruitage qui va bien, gribouiller un peu en tous les sens, c'est vachement libérateur, et on peut dessiner des choses auxquelles on s'attendait pas vraiment, et
en plus avec une sorte de dynamisme naturel des premiers traits qu'on va mettre sur la toile. Parce que quand on construit un peu trop ces dessins, parfois on a des personnages un petit peu plats comme ça qui ressortent pas trop en dynamisme. Du coup, cette manière de faire me semble être une super bonne méthode pour commencer un dessin. Si je devais analyser un tout petit peu plus le dessin, on est là aussi pour ça. Je vais retrouver la vidéo en question que je voulais montrer, qui déconstruit assez bien un dessin. Voilà, c'est celle-ci. Je vais mettre pause régulièrement. Donc vous avez d'abord des gribouillis dans tous les sens. Et quand je dis gribouillis, regardez, hein, il s'agit vraiment de gribouillage. C'est-à-dire qu'au moment où elle fait ces traits-là, il n'y a encore pas trop le sujet ne sort pas encore du dessin. Pour l'instant, c'est vraiment qu'est-ce qu'on pourrait faire. Vous voyez là, c'est encore pire. Là, on peut déjà un peu distinguer qu'il y a une sorte de touffe, quelque chose d'un peu poilu, et elle repart complètement à zéro, et elle va commencer à dessiner une première créature, souvent avec un brush très très épais. Alors, je vous recommande aussi grandement, et d'ailleurs, sa cachette en a reparlé, je crois que c'était toi un de ses précédents réels, commencez par dessiner soit sur des tout petits formats. Donc, soit vous prenez un brush très gros pour tartiner, en fait, parce que ça vient tout de suite libérer un peu plus le poignet. Votre trait, comme il est plus gros, il est plus rapidement juste. Donc, prenez des gros brushes ou dessinez en très petit. Là, on voit que Vox Nihilis, c'est exactement, Jennifer Voigt, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire, vraiment à tartiner d'abord des grosses formes, et ensuite on voit elle commence à venir détailler sur le côté les personnages, donc avec un brush beaucoup plus fin. Bon, ensuite, comme beaucoup de dessins, on réduit l'opacité et on vient commencer à replacer ces personnages avec une opacité réduite. Une fois qu'on a bien placé les formes, on commence avec notre crayon à venir détailler les personnages. Je dis on, mais en fait c'est elle, mais à partir de là, j'ai quasiment le même processus qu'elle. La suite va un peu moins vous surprendre parce que c'est assez commun, assez classique, mais dans le doute, on va revoir les différentes étapes. Une fois que le dessin, que le line art est fait, elle va travailler sur des aplats de couleur noire, donc des très gros aplats, hein. Il y a des ombres très très puissantes qui sont appliquées un peu partout. Dans certains cas, elle le fait pas systématiquement, mais vous voyez, elle met une outline tout autour du personnage. Ça va permettre, souvent on l'utilise pour le détacher du fond. Il y a un côté directement un peu cel shading aussi qui peut être assez joli, de vraiment couper le sujet du fond ou juste mettre une outline. Ça fait très animé, un petit peu comme vous savez, le jeu 13 là, le jeu vidéo. Elle rajoute beaucoup de détails. Ensuite, c'est des aplats. On voit qu'elle utilise la technique du masque d'écrêtage, puisque on a ici, par exemple, toute la couleur verte qui déborde du personnage. Ça, c'est typique d'une personne qui utilise le masque d'écrêtage. Donc, vous coloriez toutes les formes et ensuite, vous créez des masques par-dessus pour pouvoir faire en sorte que les couleurs ne débordent pas de votre dessin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici sur le chat, elle a directement mis un brush texturé pour tout de suite donner un peu de volume à son personnage poilu. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pas forcément. Souvent on met que des aplats et c'est seulement à la fin qu'on vient travailler les textures. Là, dès les aplats, il y a déjà, alors c'est pas encore des textures, mais on a déjà des irrégularités dans la couleur flat, donc la couleur unie, pour déjà un petit peu orienter et donner déjà un petit jeu de texture et d'ombre et de lumière sur son personnage. Elle a visiblement modifié toutes les teintes et des couleurs. Alors vous allez voir, Jennifer Voigt utilise beaucoup la modification de teintes, et du coup on voit que tout le travail de texture est complètement passé à l'as à ce moment-là, quoi, hein. Donc d'abord des aplats jusqu'à ce que... Ah oui, et puis en fait la vidéo là s'arrêtait ici, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Je vais essayer d'en reprendre une autre en cours de route. J'en avais vu une deuxième où on en voyait un peu plus. Est-ce que ce serait pas celle-ci? Voilà, je sais plus si c'était celle-ci. Je vais essayer de revenir au processus où on voit les aplats. Celui-ci va un peu plus vite, je me semble, parce que... Il me semble, n'importe quoi. Parce que c'est un dessin qui est un peu plus long, donc au niveau du timeline, c'est un peu plus condensé, donc les étapes vont se succéder un peu plus vite. Donc ici, toutes les ombres, c'est une sorte d'oiseau.
C'est vachement dynamique, hein. Vous voyez l'arrière-plan, la forme de l'oiseau, grâce au crayonné, au brouillon, ça pète dans tous les sens. On va arriver directement, du coup, on revient un petit peu en arrière, mais à l'étape des aplats qui vont être posés ici. Alors ça va aller très très vite. Il y a encore des détails d'abord, mais je me souviens que ça s'accélère d'un coup à la fin de la vidéo. Voilà. Donc là, tous les aplats sont mis. J'ai le sentiment qu'elle met des aplats avec des couleurs complètement random, puisqu'après, de toute façon, tout est modifié avec les teintes et les saturations. Ok. Beaucoup de détails. Et ensuite, les lumières sont déjà appliquées sur certaines parties du personnage. Ce qui est assez rigolo à voir, c'est que les lumières, il y a cette utilisation de couleurs qui sont pas forcément les mêmes que les couleurs de base. Par exemple, vous avez pour une couleur violette, vous allez avoir une ombre qui va être quasiment jaune beige ici sur le côté, quoi. Donc c'est assez intéressant de venir casser parfois les lumières, pas seulement en mettant la même couleur qui est derrière plus claire, mais en mettant une couleur complémentaire ou une couleur différente carrément. Ensuite, il y a la même chose avec les ombres, donc là je passe un tout petit peu, mais on peut voir déjà qu'il y a des ombres qui sont posées un peu partout. Les ombres sont assez grosses, hein. Vous voyez par exemple sur le bec ici, quasiment 90% du bec a été plongé dans l'ombre. Quand on dessine aussi, c'est un petit conseil que je donne, mais c'est souvent on a du mal à mettre beaucoup d'ombre, parce qu'on a peur que ça assombrisse notre dessin, on se dit « Ah, j'ai mis des couleurs de base, je les trouve belles mes couleurs de base, maintenant si je mets des ombres, ben c'est plus les mêmes couleurs, quoi, donc ça m'embête un petit peu. » En fait, on s'en fout. Mettez beaucoup d'ombre, il y a beaucoup d'ombre dans le monde, j'allais dire. Donc mettez un max d'ombre. Elle a même l'air de mettre parfois plusieurs couches d'ombre, alors pour l'instant c'est pas le cas. Si ici, il y a une première couche d'ombre, il y en a une deuxième en dessous, donc... moi, je mets toujours 2 calques d'ombre, donc vous pouvez en mettre 2, 3, 4, 10, vous mettez autant de calques que vous voulez. Si vous travaillez sur un système d'ombre à plat, là, on n'est pas du tout sur du painting, hein, je précise. Hein. Bien que l'étape suivante, ça va être les dégradés. Alors là, on voit, il commence à en avoir dans les cheveux, donc je suppose que c'est un brush un peu tendre qui permet d'adoucir certaines formes, notamment au niveau des ombres, mais aussi créer un dégradé plus global sur tout le dessin. Là, on voit que le bas est plus sombre, que les teintes ici sont en bas du dessin sont plus sombres que les teintes un peu plus haut, donc on peut supposer qu'il y a eu un dégradé du bas vers le haut, puisque la lumière semble venir du haut. Jusqu'au bout, on vient modifier les teintes et la saturation du dessin. Il y a plusieurs techniques, soit c'est les réglettes où elle va jouer sur la balance des couleurs et sur la teinte globale, soit ça peut être un calque qui est posé par-dessus, un calque de réglage. Il y a plusieurs manières de faire. Moi, j'ai souvent le calque de réglage. Donc voilà, en décryptant, c'est somme toute assez classique dans la réalisation, mais je voulais vraiment mettre l'accent sur le fait que les premières touches sont souvent liées au hasard et au gros gribouillage. Donc shout out Vox Nihilis, et puis merci pour cette petite astuce que j'utilise maintenant quasiment au quotidien. Dans les autres power-up, les autres podcasts power-up, il y aura, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, une partie qui s'appelle les reviews. Les reviews, je vous propose d'aller sur mon Discord, le lien est juste en dessous, comme avec tous les autres liens. Vous allez trouver un endroit qui s'appelle Power Up, un salon qui s'appelle Power Up, dans lequel je vous propose de poster des dessins que moi-même ensuite j'analyserai et je ferai ma review directement en live sur Twitch, de la même manière qu'on a enregistré l'intégralité de ce podcast. Donc si ça vous dit, si vous êtes OK pour que votre dessin soit critiqué et publié ensuite par la suite sur YouTube et sur les plateformes, eh bien vous êtes les bienvenus, je me ferai un plaisir de faire la review. Et voilà, c'était le premier Power Up. J'espère que vous avez appris quelques petites choses, que ça vous a plu, que ça vous avait intéressé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais j'ai dit des grosses bêtises ou s'il y a des sujets qui vous intéressent. Je regarderai si je peux en faire quelque chose avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes. Prenez soin de vous, dessinez au maximum. À bientôt. Ciao.